Et James Pantelis sur Showtime. Et je sais qui part dessus. Moi, je donne Denis Bouanga, qui est niveau MVP. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Showtime. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview d'un joueur de MLS. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Thomas. Comment ça va, Thomas? Salut Romain, content d'être avec toi pour s'entretenir avec un joueur de MLS. Ça fait toujours Et plaisir. oui. Et là, cette fois-ci, on continue dans les francophones et on a un Canadien, c'est la première fois. On est avec James Pantemis, gardien actuel de Portland Timbers et gardien du Canada désormais, puisqu'il a fêté sa première sélection il n'y a pas longtemps. Bonjour James, comment ça va, toi? Bonjour, ça va super bien. Merci de m'avoir. Merci à toi. C'est la première fois qu'on a du coup un Canadien québécois. Du coup, d'où vient ton accent? Ouais, c'est bizarre parce que on m'a dit que j'ai un peu les deux accents. Je peux faire un Mm. peu de québécois, un peu de français aussi. J'ai côtoyé de nombreux Français au cours de mon parcours à Montréal, notamment Joël Batt, qui était mon entraîneur de gardien, Rémi Garde, Rémi Vercoute, et aussi Montréal, c'est une ville très multiculturelle. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de que ce soit des Français, des Haïtiens, des Algériens, des Marocains. Donc, j'ai mon parti québécois, j'ai mon parti français aussi. Donc, ça dépend du moment où quel accent sort, je dirais bien. Et on rappelle aussi que tu as des origines grecques. Oui, bien sûr. Ma famille sont grecs 100%. Mes grands-parents sont nés là-bas. Mes parents à Montréal. Puis, donc, c'est ça, grec, anglophone, francophone, les trois. C'est un bon mix. Ouais, je vois ça. Un Ouais. super mix. D'ailleurs, tu parlais de Joel Bax. Je viens d'avoir un déclic. Tu l'as eu en tant qu'entraîneur. Juste pour info, ma mère avait passé un diplôme d'état de football à l'époque et elle avait passé avec Joel Batz aussi. Donc, Oh, wow, imagine. Wow. c'est fou comme le Une monde est légende. petit. Ah, Ouais, incroyable. ouais, Incroyable. Surtout dans le foot. ça c'est sûr. Thomas, je te laisse poser la première question. Bah moi, la première question, ce serait par rapport déjà à ton parcours et à ton identité en tant que gardien. Quand tu regardes ton parcours en MLS, parce qu'on sait que tu as quand même joué pour Montréal 4 saisons, là tu entames ta troisième saison avec Portland. Comment tu résumerais ton parcours en MLS? Je dirais, mon parcours, tu vois, il y a plusieurs joueurs qui rendent différemment. Pour moi, j'ai commencé à l'académie. Donc, j'ai fait mon parcours à Montréal. Je suis rentré à l'âge de 17 ans. J'ai grimpé les échelons. J'ai fait l'équipe réserve, ensuite avec la première équipe. Donc, sur cette première phase avec Montréal, c'était super spécial parce que d'abord, je viens de Montréal. Donc, de d'avoir la possibilité de jouer dans ma ville, dans mes amis, ma famille, c'était super spécial. Ensuite, euh, le sport m'a amené ici à Portland, complètement à l'autre bout du pays. Très différent au début. J'étais un peu, je savais pas à quoi m'attendre au début, pour être honnête, parce que c'est ma première fois nécessairement changer d'équipe en MLS. J'ai fait quelques stages à Bologne quand j'étais à Montréal. Donc, Mm. Parce que le ça, c'était un peu... propriétaire de Oui, Bologne. exactement, même propriétaire, exactement. Donc, ça, c'était un peu plus facile parce que je connaissais déjà le staff un peu. J'entrais avec d'autres joueurs de Montréal. Donc, pour moi, quand j'ai changé à Portland, c'était complètement frais. Donc, c'était c'était différent, mais je crois que j'ai bien adapté les premières 2 années. C'était difficile, bien sûr. Il faut se prouver, faut trouver des nouveaux amis dans une nouvelle équipe, nouvelle ville. Mais à date, ça va super bien. Comme tu l'as dit, j'entame ma troisième saison. En plus, avec la Coupe du Monde qui arrive, donc c'est une année super importante pour moi. Donc j'ai hâte, j'ai hâte que le championnat commence. On va en parler de tout ça. On va peut-être faire un petit axe au début sur Montréal où, genre, Mhm. justement, tu as évolué dans un environnement qui a changé beaucoup. Tu as été prêté. Il y a eu beaucoup de rotation, d'instabilité. Comment t'as réussi à t'imposer au fur et à mesure, petit à petit, quoi?
Ouais, bien sûr. Honnêtement, j'ai tout vu Oui. dans mes années à Montréal. Donc, j'étais un jeune adolescent qui s'entraînait des fois avec la première équipe. Ensuite, j'ai signé mon premier contrat, j'étais le troisième gardien. Ensuite, j'ai monté au deuxième, j'ai joué des matchs, j'ai pris le poste numéro un, j'ai repassé le numéro deux. Ensuite, l'année où j'étais clair et net numéro un, je me suis fait, j'ai déchiré mon épaule, premier match de la saison. Donc ça c'était le moment où il y a un autre gardien qui est rentré, il a fait ses matchs et ça c'était la conséquence du fait que j'ai parti de Montréal et je me suis dirigé vers Portland. Donc comme tu vois, j'ai tout fait, donc j'ai tout vécu et ça m'a aidé un peu, je dirais plutôt mentalement que tout parce que c'est intéressant comme gardien de but parce que notre poste est très particulier. Comme tu le sais, il y a juste un gardien qui joue. Il y a pas moyen de rentrer pendant 20 minutes, s'imposer ou 10 minutes à la fin du match. C'est à ton numéro un. T'espères jamais qu'il y a des blessures. Ça, c'est sûr. Après, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure et avec beaucoup de discussions avec les entraîneurs de gardiens que j'ai eu au cours des années. C'était prépare-toi et utilise chaque entraînement comme un match. Que ce soit surtout les mercredis où on jouait les grands espaces 11 contre 11, ça c'était mon match pour que je m'impose, pour que je sois prêt pour mon moment et mon opportunité de rentrer. Et ça, je dirais, la difficulté d'être un gardien de but, c'est t'as une chance. T'as une chance, c'est un match suspendu du gardien numéro un ou une blessure, même si ça fait 6 mois que tu joues pas un match ou tu vois pas des minutes régulières, il faut que tu t'imposes. Donc pour moi, c'est super important que je prends mes entraînements comme des matchs. C'est un peu, on parle du poste de buteur qui est le poste le plus ingrat, mais finalement, c'est peut-être le gardien qui est le poste le plus ingrat. On pourrait le comparer peut-être au quarterback en NFL. Si le quarterback est bon, il sort jamais. Mhm. Ouais, c'est ça, faut se Ouais, tenir prêt tout le temps. Faut être prêt à n'importe quel moment. Tout peut arriver. Il peut avoir une blessure. Et toi, exactement. faut que tu sois prêt à remplacer Toujours. ton gardien titulaire. Mais justement, moi, ce Exactement. qui m'intéresse, James, c'est de savoir à quel moment, du coup, tu t'es senti légitime en tant que gardien numéro un en MLS. Parce que là, tu dis que Ouais. un coup, tu été premier gardien titulaire, un coup, tu étais deuxième Ouais. gardien. Ça a beaucoup bougé. Donc, à quel moment tu t'es vraiment dit que, ouais, bon, là, c'est bon, je suis un gardien de MLS et que voilà, j'ai la légitimité pour jouer à ce poste-là en tant que titulaire. Ouais, je crois que c'était ma avant-dernière année à Montréal quand c'était avant la Coupe du Monde de Qatar. Donc ça c'est la saison où j'ai commencé sur le banc et ensuite durant l'été j'ai pris le poste numéro un et j'ai amené l'équipe en séries éliminatoires ici. Comme vous le savez, la MLS c'est un peu différent. Il n'y a pas de promotion et régulation, c'est classement 1 à 8, ensuite des playoffs. Donc j'ai j'ai pris le poste cette année. Je crois que c'était 2022, si je me trompe pas, 2022 l'année Qatar. Donc j'ai bien fini la saison. Ensuite, j'étais très chanceux de faire partie du groupe du Canada à la Coupe du Monde. Et j'étais prêt à faire le pas et le saut d'être un gardien constant dans la MLS. Et malheureusement, j'avais cette blessure-là à l'épaule, ce qui m'a amené à changer d'équipe. Mais mentalement, je savais que j'ai assumé mes performances l'année dernière et je savais que euh, j'étais un gardien de numéro 1 de MLS. Donc j'ai essayé d'apporter cette mentalité-là dans mon nouveau club et je crois que ça va super bien à date. Et là, on entame cette nouvelle saison en tant que numéro 1 concret. J'avais une question. C'est vrai qu'il y a un joueur avec qui tu as un suivi particulier, mine de rien, qui t'a suivi un peu tout le long de ta carrière. C'est Maxime Crépeau, l'autre gardien du Canada, avec qui tu as côtoyé à Montréal, que tu as côtoyé là à Portland, qui vient de partir à Orlando, mais que tu côtoies aussi régulièrement en équipe du Canada. Comment ça se passe, cette relation avec Maxime, où, mine de rien, l'an dernier, quand tu as été blessé, il a pris ta place, t'as mis sur le banc quelques matchs, mais tu le vois tout le temps, en fait. Comment ça se passe avec lui?
Non, ça va super bien. Écoute, Un mentor? la relation, la relation entre moi et Max, on se connaît depuis on était petits. Donc, il a 3 ans plus que moi, mais on a évolué ensemble dans le même système. Donc, moi, je les connais à l'âge de 15, 16 ans. Donc, ça fait plus que 10 ans qu'on se connaît. Donc, bien sûr, il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'amitié qui est là, qui est plus important à la fin de la journée. Oui, le business, c'est le business, mais notre fondation en termes d'amitié était avant tout. Donc, oui, des fois, c'est sûr que c'est difficile parce que ce soit lui qui est dans ma place ou il est, il est peut-être à, à des endroits où moi j'aimerais bien être. Sinon, j'ai beaucoup appris de Max. Donc, que ce soit sur le terrain, hors du terrain, mentalement ou techniquement, euh, je crois que ça m'a aidé beaucoup, surtout les 2 dernières années qu'on était ensemble, parce que j'ai vu le niveau et je voulais être à ce niveau et encore plus. Donc, pour moi, j'ai utilisé ça en termes de motivation euh, pour m'avancer dans ma carrière aussi. Et je crois que ça m'a aidé beaucoup avec ce club-là. Et c'est pour ça que à la fin de la journée, j'ai pris la place et ça, c'est grâce à moi aussi et le travail qu'on a fait ensemble, bien sûr. Et aujourd'hui, on se parle chaque semaine presque. Ça va super bien pour lui à Orlando maintenant. Et encore une fois, l'amitié, c'est avant tout. Donc, pour Pas nous, trop déçu qu'il il soit parti. n'y a pas de sous. Ouais. Pas trop déçu qu'il soit parti à Orlando. Moi, non. Non. Ouais, je comprends. Non, mais je suis content pour lui. C'est bon pour lui, c'est bon pour la famille. C'est pour les deux. On disait que les 2 dernières années que on pouvait pas être dans la même équipe. On savait que nous deux, on est des gardiens partants dans la ligue et c'était juste ça fonctionnait pas Bien sûr, dans la même équipe, mais je comprends. super content pour lui qu'il a trouvé un bon endroit pour jouer et après pour moi aussi que je reste à Portland. Donc pour les deux, ça marche. Même pour la sélection Ouais. canadienne au final, parce que on a quand même 2 Ouais. gardiens qui vont jouer des matchs et du coup qui Super. pourront Ouais. être prêts pour la Coupe du Monde. Ouais. Ouais. Moi, je voulais savoir. Ah, tu as une question, Romain? Non, vas-y, passe sur le Ouais, choix. justement, je voulais savoir Portland. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que tu t'es parti chercher en allant jouer pour Portland? Euh, Au début, j'avais quelques offres, bien sûr, de d'autres équipes dans la ligue. Et Portland, c'était un peu plus intéressant parce que je savais l'histoire du club en termes de l'atmosphère, les partisans et surtout, c'est une équipe euh, qui voulait gagner, qui ont déjà gagné des trophées dans le futur, qui venaient de perdre en finale dans la MLS. Donc, c'est une équipe qui veut gagner. Donc, ça c'est quelque chose que je voulais faire partie de ce club et cette culture. Et au début, je savais que il y avait pas de gardien de but dans les plans. Et j'étais prêt à battre pour mon poste. Et ensuite, ce qui s'est arrivé avec Mac est arrivé. Et bien sûr, c'était un peu dur au début, mais j'avais toujours un sentiment que c'était un bon endroit pour moi. Et j'ai trouvé dès le début que j'avais une super bonne relation avec les partisans, avec l'organisation et tout. Donc, je me rappelle aussi les premiers mois, j'étais avec mes parents qui sont venus m'aider juste pour me situer dans la ville et tout. Et ils ont vu que je recevais beaucoup d'amour des partisans. Ils m'ont vu heureux. C'était un bon changement pour moi dans le moment de ma carrière. Et si je prends le moment maintenant de penser, est-ce qu'il y a 2 ans, j'aurais cru que j'aurais été dans cette position-là, aussi content, aussi performant aussi? Peut-être non, mais je crois qu'à la fin de la journée, c'était le bon choix pour moi. Et d'ailleurs, à Portland, bon, je sais pas si c'est autant qu'à Montréal, mais tu es beaucoup sollicité dans les matchs. Après, c'est votre style de jeu aussi qui fait ça. Et du coup, bah, tu fais partie des gardiens les plus sollicités de la ligue, avec beaucoup de tirs à arrêter. Comment tu vis ce volume de travail match après match quand même? À la fin de la journée, c'est mon travail. Donc, ils me payent pour arrêter des ballons. Donc,
Oui, bien sûr, peut-être je suis exposé un peu plus. C'est pas nécessairement notre tactique de jeu, mais le moment où l'équipe a besoin, je dois être prêt. Parce que ça, c'est mon boulot à la fin de la journée. Donc, j'accepte que ce soit si c'est un challenge ou si c'est notre style, je l'accepte et j'assume parce que c'est mon rôle. Et dans ton jeu, qu'est-ce qui a évolué entre le James Pantemis qui était à Montréal et le James Pantemis aujourd'hui à Portland? Euh, pour moi, pour moi, je crois que la constance, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre un peu plus de focus sur mon jeu. Bien sûr, c'est facile à le dire et non de le faire, mais c'est la constance et mes performances. Est-ce que je peux entamer des matchs sans faire d'erreur ou est-ce que je peux faire une bonne partie de ma saison solide, costaud chaque match? Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé beaucoup durant mes 2 années à Portland. Ouais, d'ailleurs, ce que tu as progressé, c'est sur les tirs au but ou les pénaltys, notamment en playoff. Là, vous gagnez sur des tirs au but. Mm. Est-ce que ça, c'est vraiment une caractéristique qu'un gardien peut vraiment améliorer au fil des années, ou c'est quand même assez instinctif comme pour les gardiens? Non, c'est intéressant. C'est un point intéressant parce que à Montréal, je crois que j'ai fait face à 5 penalties. Ils ont marqué les 5. Et après, c'est quelque chose sur moi, je trouve que les penalties, c'est pas nécessairement la faute du gardien. Oui, il y a des statistiques que tu peux lire, il y a des vidéos que tu vois avec l'entraîneur des gardiens. Mais après, si j'y pense aux 5 que j'ai ratés, à Montréal, je suis allé avec les statistiques les 5 fois et l'attaquant a changé. Ensuite, j'arrive à Portland, j'arrête, je sais pas, 5 sur 9 et tout le monde croit que je suis un génie. Oui, j'ai une formule où je peux lire les joueurs. J'aimerais bien dire que oui, je suis un génie, mais après, c'est un mix de vidéos, c'est un mix de feeling, c'est un mix de tout. Après, des fois, quand la vie, ça va bien, ça va bien. Donc, sur les penalties, même, t'as touché sur les éliminatoires, il y avait 3 penalties, j'ai même pas touché la balle. La balle était partie par-dessus les 3. Donc, j'ai même pas touché, ça compte pour des arrêts. Après, c'est quelque chose soit mon positionnement. OK, on va dire mon positionnement, j'ai fait peur à l'attaquant, je vais le prendre. Mais oui, je crois qu'il y a un moyen d'être mieux, c'est juste étudier. Moi, je crois que avec on a accès à tellement de vidéos aujourd'hui que si ça va t'aider un 5% ou 10% pour que tu arrêtes 1 ou 2, ça change. Et moi, j'ai toujours cru que nous, on n'a pas de pression en termes de gardien de but dans les penalties. C'est les joueurs qui ont la pression. Donc, à toi, c'est vas-y, éclate-toi et si tu l'arrêtes, super. Sinon, c'est pas ta faute. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il suffit un seul arrêt et ça Mhm. fait quelques matchs. Hein. Ouais, mais ça appartient aux joueurs. Ça appartient aux joueurs. Ouais. Si le joueur tire bien son penalty, normalement, le ballon doit être hors de portée du gardien. Et puis, Exactement. si le joueur n'est pas dans un bon soir où il y a la pression du match, etc., du résultat, tout ça, Ouais. qui joue et qui fait que d'un coup le penalty il est mal tiré. En plus en France, ça a été quand même une discussion importante. On a eu nos sélectionneurs qui nous ont répété que les penalties c'est la loterie, donc ça fait quand même plaisir d'entendre un discours qui est différent et qui va plus dans Ouais. notre sens, Ouais. personnellement. Moi, je voulais savoir par rapport à la MLS. Maintenant, tu commences quand même à avoir beaucoup d'expérience. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont choqué ou des attaquants qui t'ont marqué contre lesquels tu as joué? On peut penser à Euh, Messi ou même Boanga, Son ou mhm. d'autres inconnus, hein, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. J'ai pas eu la chance de jouer contre Lionel Messi encore. Cette année, on joue contre lui, donc j'ai très hâte pour ça. Ça va être un moment spécial, bien sûr. Denis Bouanga, bien sûr, c'est un attaquant très, très, très fort. De ce que surtout, je dirais, ce que j'ai remarqué dans mes premières minutes contre lui, c'est un joueur qui est très vite,
tout est accéléré. Donc, si en termes de gardien de but, tu crois que tu as assez de temps de faire un autre pas ou assez de temps pour être en position pour arrêter la balle, tu n'as pas de temps. Il faut que tu sois prêt à faire l'arrêt en position plus vite que tu crois parce que il enchaîne. Son enchaînement de frappe est très, très explosif. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Heureusement, il a marqué un but contre moi qui était hors jeu. Donc, j'ai vite appris dans le match. OK, donc ça, c'est un autre niveau. Donc là, je dois être prêt. En termes d'autres joueurs qui m'ont surpris, encore une fois, j'ai eu une chance de jouer contre Olivier Giroud. Il a marqué ce fameux coup franc contre moi. Ça, c'était contre moi. Après, j'ai jamais vu Olivier Giroud marquer un coup franc même dans ma vie, mais ouais, spécial, c'était contre moi, mais ouais, c'est. Non, mais tu vois, encore une fois, tu vois le niveau là. Ça devient de plus en plus mieux, je crois, ici en Amérique du Nord. Tu vois beaucoup de joueurs qui partent à plus jeune âge pour jouer en Europe. Tu as beaucoup d'Européens qui rentrent dans leur à 30 ans au lieu de venir quand leur carrière sont finies. Donc, on a la chance de voir plusieurs joueurs. Je me rappelle même quand j'ai commencé à Montréal, j'étais encore à l'académie, il y avait Didier Drogba qui était là vers la fin de sa carrière. Donc, ça, c'était vraiment ma première, je dirais le premier joueur qui m'a vraiment qui m'a exposé un peu. Ça, j'ai vu nécessairement, OK, ça, c'est un niveau complètement différent de ce que je suis habitué. Donc, juste voir des joueurs comme ça, la façon qu'ils s'entraînent, qui se comportent hors le terrain et sur le terrain. Le côté professionnalisme. Après, en tant que jeune joueur, je me rappelle, en pré-saison, c'est lui qui cognait à ma porte pour aller prendre des finitions le matin. Donc, pour moi, c'était incroyable de voir, déjà d'être là avec lui, de voir qu'est-ce qu'il a fait. En plus, c'est lui qui me demande, viens, on va au terrain, je vais prendre des frappes. Mais tu vois le niveau. Le niveau, après, on parle d'un des meilleurs attaquants du monde. Et après, même, je me rappelle aussi quand Thierry Henry était notre entraîneur à Montréal pendant l'année de COVID. Il était entraîneur, mais c'était le meilleur joueur sur le terrain. Il était exceptionnel. Il rentrait des fois avec de matchs ou même durant la semaine. Il était exceptionnel. Ça nous est Je me rappelle même, je le dis souvent à d'autres gardiens et même des joueurs, il me faisait un exercice avec les gardiens. Il prenait 2 ballons sur la surface 18 mètres. Il prenait même pas un pas de recul. Il était à un pas du ballon. Lucarne droite, lucarne gauche. Il me dit OK, merci. Et moi, je suis là, je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je peux faire? Je l'imagine bien en plus faire. Ouais. Et là, on parle de quelqu'un qui n'a pas joué d'ici, je sais pas, c'était quoi, 6-7 ans, qu'il a pris sa retraite. Je ne peux pas imaginer qu'on était au Barça. Ça, c'est le niveau. Ouais. Ça, c'est le niveau. Ouais. Justement, par rapport à ça, j'avais 2 questions. Une, c'était d'abord, quel gardien t'es un modèle peut-être, où tu t'es référencé quand tu as grandi, peut-être un Neuer ou Buffon ou peut-être plus vieux, ou alors est-ce que, et d'ailleurs dans l'effectif de Portland Timbers à l'heure actuelle, qui c'est que tu penses qu'on devrait surveiller, qui doit être la pépite du club cette année? Premièrement, si on parle de mon style, c'est dur parce que je trouve que les gardiens de but sont tous différents. Tu peux pas dire, même si tu vas en Europe, tu peux pas dire que Oblak et Courtois et Casillas, dans le temps, il y a aucune similarité. Oui, maintenant, il y a beaucoup plus de gardiens de but qui sont plus à l'aise avec ballon au pied. Donc, je dirais que moi, j'aime ce défi d'avoir le ballon et commencer des attaques. Donc, je regarde beaucoup de joueurs, notamment Ter Stegen, qui est super confortable avec ses pieds. Ederson, quand il était à Man City, il était exceptionnel avec le ballon au pied. Et ça, je dirais que je regarde plus ces gardiens-là pour m'améliorer. En termes de mon style avec les airs, c'est dur à dire parce que
on est tous différents, comme je l'ai dit. On a notre corps, notre positionnement. Mais je dois dire que j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gardiens de but, entraîneurs de gardiens de but différents. Donc, Rémi Garde, Joel Batz, ça c'est le français. J'ai eu Jack Stern qui est passé à Brighton, style anglais. Luca Bucci, il était à Bologne avec l'équipe nationale d'Italie. Il a joué 500 matchs en Serie A. Donc, chaque pays, c'était un style différent. Donc, j'essaie de prendre un peu de chacun. Donc, l'Italien, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus agressif en attaque. Les Français, c'est beaucoup de réactions, on court dans la surface, on reste un peu plus bas. Les Anglais, c'est beaucoup de mains, beaucoup de blocs, beaucoup de... On est grand, on essaie de faire que le but soit petit. Donc, juste si je peux prendre quelques petits détails de chacun, c'est ça qui m'aide d'agrandir mon jeu. Donc, ça, c'était super intéressant pour moi de voir tous les différents styles. En termes de joueurs ici à Portland qu'on peut, il y a David Dacosta aussi qui est passé, bien sûr. Je crois que il était à Lens. Je crois qu'il va avoir une bonne saison. Il vient de revenir d'une opération à l'épaule. Donc, j'ai pas eu la chance. On n'a pas eu la chance de le voir sur le terrain, mais ça va super mieux pour lui. On vient de signer un autre joueur, un def central qui vient de Australie. C'est Alex Bonteg. Il a déjà fait quelques apparitions avec l'Australie, avec une équipe nationale. Donc, lui, bien sûr, ça dépend de sa saison. S'il joue bien, peut-être qu'il va être à la Coupe du Monde. Et je crois que un joueur qui sûrement va partir bientôt, il va être avec la Coupe du Monde, avec New Zealand. Finn Sherman, def central aussi. Un central costaud, il gagne tout dans la surface. Je sais qu'il va me sauver quand j'en ai besoin. C'est le prochain niveau pour lui, c'est est-ce qu'il peut maintenant enchaîner plus en possession, est-ce qu'il peut briser des lignes, est-ce qu'il peut juste commencer l'attaque. Donc, mais en termes de défensivement, c'est un joueur exceptionnel. Il est tellement solide et je ne vois pas vraiment qu'il va rester ici pendant longtemps. C'est un gars qui va partir loin dans le foot. Ben ça fait super plaisir que tu nous donnes des défenseurs aussi, pas que des attaquants. C'est sûr que toi, ils sont plus proches de toi. Ouais, et bien sûr. C'est super cool, ça change aussi. Nous, à l'époque, on avait vu Moïse Bombito à Colorado. On avait vu qu'il avait vraiment quelque chose. Et c'est vrai qu'on n'était pas étonné de le voir débarquer en Europe et en France. Et on était très contents parce que c'était une belle découverte pour le coup. Vas-y, Thomas. Moi, je voulais parler de la saison dernière. Vous avez réussi à atteindre les playoffs. Donc, comment tu juges la saison dernière? Il y a quand même des hauts, des bas. Toi, de ton prisme de joueur qui a été avec le groupe et qui a pu participer au match, comment tu juges la saison de Portland l'an passé? En termes du collectif, je crois que c'était ma deuxième saison. Je crois que c'était bien sûr un peu mieux que la première, mais pas assez. C'est tout simplement passé. Oui, on est content de rentrer dans les séries, mais ça doit être la base pour nous en termes de notre club. Et on doit revenir dans les moments où on est là pour gagner des trophées et non seulement participer aux séries. Pour nous, la prochaine étape, je dirais que c'est minimum de passer la première manche et ensuite pousser pour des trophées parce que, comme je l'ai dit au début, c'est un club qui veut gagner, qui aspire de gagner. Donc, on peut pas prendre juste rentrer dans les séries. Je dirais pas que c'est assez. Bien sûr que c'est mieux, mais on peut toujours être mieux. Il y a toujours un moyen d'être mieux. Donc, pour nous, ça c'est l'objectif cette année. C'est est-ce qu'on peut finir plus haut dans le classement et ensuite
aller plus loin dans les séries et en espérant gagner que ce soit les séries éliminatoires ou il y a un autre tournoi avec les équipes mexicaines durant l'été, de gagner ce tournoi-là aussi. En plus, on rappelle que vous avez quand même eu un bilan de 11 victoires, 11 nuls, 12 défaites, donc très régulier, mais et il manquait ce petit cap. Ouais, c'est la constance. La constance, après, on a bien commencé l'année et très bien. Je crois qu'après la pause. J'ai descendu un peu. Ouais, c'était après l'été, on a descendu et. C'est difficile de passer ce cap avec la League Cup aussi l'été. Les gens, en plus, les moments internationaux, Ouais, exactement. Mais du coup, on va poser une petite question sur ton coach, Phil Neville, qui est bien installé au club là depuis quelques temps. C'est quoi son apport principal? Qu'est-ce qu'il te demande, toi, spécifiquement? D'ailleurs, en tant que gardien, du coup, je suppose de relancer court, forcément? Ouais, bien sûr, il connaît mes qualités et il veut que je prenne charge. Je suis comme on le dit en Amérique, genre le football américain, c'est moi le quarterback derrière. Donc c'est moi qui lance les attaques, c'est moi qui set le tempo en possession. Donc il veut que je sois confortable et je suis confortable. Donc si on peut baser, pas nécessairement toute l'attaque sur moi, mais si on m'utilise pour la première phase de la possession, on a un joueur de plus que l'autre équipe. Donc ça c'est quelque chose qui m'encourage beaucoup. Il me dit amuse-toi et bien sûr sois intelligent, mais il croit dans mes décisions et mes qualités. Donc en termes de possession, c'est quelque chose important pour lui que je continue à me démontrer avec les pieds. Et je te coupe tout de suite. Et est-ce que du coup, quand il voit que c'est compliqué pour avoir la possession, il te demande aussi d'être intelligent, de sauter des lignes, aller bien sûr. jouer la transition et ne pas hésiter? Ouais. Mais sur la fin de la journée, c'est le but du jeu, c'est de marquer puis de gagner. Donc c'est pas nécessairement de faire 100 passes. C'est même on le voit chaque fin de semaine dans chaque ligue. Il y a des matchs où il y a une équipe qui a 20% de possession et gagne le match 1-0 et 3 points c'est à l'équipe qui ont fait une frappe et un but. Donc oui, c'est beau de jouer le 6. OK, on joue dans la surface, mais à la fin de la journée, si je peux faire une passe derrière l'attaquant de point, vas-y, on marque. En plus, surtout que l'effectif de Portland, quand même, il y a pas mal de joueurs qui peuvent se régaler en transition, hein, entre Anthony, Mosquera, etc. Franchement. Exactement. Ouais, c'est une équipe. Peut se régaler avec des espaces. Exactement. On a beaucoup de vitesse vers l'avant, donc pour moi, c'est bien d'avoir ces options. En parlant de vitesse, tu nous as parlé de David Pereira da Costa, que nous, forcément, on connaît bien en France. C'est un francophone, du coup, comme toi. Tu es presque l'un des seuls francophones du vestiaire. Je suppose que tu l'as aidé à bien s'adapter. Comment lui s'est adapté à Portland cette année, où il nous a fait bonne impression quand même? Ouais, honnêtement, ça aide beaucoup qu'on parle la même langue. Il y a aussi le portugais qui parle. On a Anthony qui est brésilien, donc ils peuvent avoir des discussions aussi. Son espagnol, il est bien aussi, donc on a beaucoup de Colombiens, de Sud-Américains dans l'équipe. Donc pour lui, franchement, j'ai cru il s'est bien adapté vite. Malheureusement, il y a beaucoup de blessures avec son épaule, ça l'a empêché je crois, de vraiment se démarquer. Mais on voit son talent. On voit, dès le début, j'ai vu que c'était un super joueur. Sa première touche de balle était exceptionnelle, sa vitesse, sa vision de jeu. Donc, pour lui, c'est juste de reprendre un peu de confiance dès qu'il revient et avoir des bons joueurs qui l'entourent parce que je crois que ça, c'est un joueur qui brille quand il y a d'autres aussi autour de lui pour l'aider pour le remettre dans les meilleures opportunités de marquer. Du coup, c'est lui qui remplace un peu dans le profil la perte de Evander qui est parti pour Cincinnati ou... Ouais, un peu. C'est deux joueurs complètement différents. Je crois que David, c'est un joueur qui facilite un peu plus et Evander, c'était quelqu'un qui faisait tout. C'est pas quelque chose de négatif contre David, mais
C'est deux profils complètement différents. Il y a David qui peut jouer dans le milieu, il peut jouer sur l'aile, il peut même jouer en termes de neuf un peu plus bas. Donc, c'est deux joueurs complètement différents. Oui, je crois que ça, c'était l'argument au début quand David il est rentré à Portland et Evander est parti. Tout le monde faisait la comparaison, mais il faut comprendre qu'on compare deux joueurs complètement différents. Je crois que David nous amène un peu plus aussi sur le côté défensif. Il nous aide en termes de structure. Et je dis pas que Evander, c'était quelqu'un qui nous aidait pas, mais après, sa force, c'était offensivement. Donc, on prend le positif de chaque joueur et on s'adapte avec qui on joue. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec les deux super joueurs et je suis content d'être sur le terrain avec eux. Ça a été difficile quand même la perte du Brésilien au niveau de l'équipe, un peu de comment elle est structurée. Ouais, bien sûr. Je crois que Evander, c'était un joueur. Déjà, avant tout, en termes de personne, il était incroyable dans le vestiaire. Un bon coéquipier, un bon ami. Et après, sa qualité part pour soi-même. C'est quelqu'un qui pourrait faire des trucs avec le ballon que j'ai jamais eu de ma vie. Et des fois, je rêve que j'aurais pu frapper le ballon comme lui ou faire des passes comme lui. Mais c'est spécial de voir, bien sûr. C'est dur de perdre un joueur comme Evander, mais encore une fois, je dis pas que c'est nécessairement sa faute, mais on est passé d'une saison où on a marqué presque 75 buts, mais on a encaissé quand même 68, 69 buts. Et la saison après, on a encaissé 44, 48 à peu près. Donc, je dis pas que c'est sa faute, mais on a changé notre système parce qu'il était plus là. Donc, ça nous amène d'autres. Pour moi, en termes gardés, c'est mieux parce que je prends moins de buts. Mais on perd une quinzaine de buts par année aussi. Donc après, on verra. Est-ce que c'est mieux de marquer ou de perdre? Donc, c'est ça. C'était votre Superman, mais votre kryptonite aussi en même temps, quoi. Ouais, mais encore une fois, c'est pas sa faute. Mais bien sûr. Notre style de jeu était différent, était basé plus sur lui et sur les transitions. C'était un jeu risqué, mais c'est normal avec un joueur comme ça, c'est normal. Dernière question, James. Encore merci déjà pour nous avoir accordé de ton temps. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu dis aux gens qui critiquent la MLS, notamment en Europe. C'est souvent un championnat qui est décrié. Qu'est-ce que tu répondras à ces personnes-là? Et selon toi, quelles sont les véritables forces de ce championnat? Je crois que la Ligue MLS, c'est déjà, comme je l'ai dit avant, ça grandit beaucoup d'ici. Ça fait 5-7 ans que ça grandit. Bien sûr, il va toujours avoir cette discussion. Est-ce que la MLS va être considérée comme une ligue, une des meilleures ligues au monde? C'est dur à voir parce que nous, on n'a pas de promotion. Il n'y a pas d'équipe qui descend dans la deuxième division, troisième division. Mais on le voit avec les changements qui vont arriver d'ici un an. Notre calendrier va changer pour être le même avec Europe. Donc, on va commencer notre saison en juillet, je crois. Puis ça va finir en mai, comme vous. Donc, les étapes sont là. En termes de critiques, je les invite à venir de regarder des matchs ou venir à nos stades. Je crois que les partisans, on reçoit beaucoup plus de partisans d'ici les dernières années. Je regarde même notre équipe à Portland, on est à peu près 25-30 000 par match. Donc, je crois que c'est super sympa de jouer dans des partisans même. Mais je crois que on a évolué beaucoup techniquement. Si je me rappelle, mes premières années, quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus on dégage le ballon en cours. Les Américains, c'est juste le gym, le costaud et tout. Mais là, c'est plus tactique, c'est plus technique. Et on le voit avec tous les joueurs qui partent jouer en Europe et ils jouent bien. Donc, bien sûr, il y a
il y a des exceptions, mais on regarde des joueurs comme Moïse qui joue super bien, Alfonso Davies, qui est un des meilleurs latéraux du monde. Il y a Freeman qui vient de partir, il y a Tejan Buchanan, il y a Taniolo aussi qui sont à Villarreal maintenant. Donc, Alistair Johnson, j'ai joué avec lui à Montréal et à Celtic. La liste continue. Donc, je crois que il y a que du positif qui sort de la MLS maintenant et j'ai hâte à voir le futur, et surtout avec le nouveau changement de calendrier. Ouais, ça a été aimé. En tout cas, le changement de calendrier a été aimé par les joueurs. Et deuxième truc qu'on pourrait ajouter aussi, c'est que le soccer est devenu le sport numéro 1 chez les jeunes aux États-Unis. Ça peut aider pour le développement. Beaucoup plus de jeunes y jouent, et ça c'est le futur. Donc, comme on l'a dit, on a hâte au futur et hâte de voir comment ça va grandir. Merci beaucoup. Parfait. Merci à toi, vous. James. Merci, bonne soirée. Bon courage pour la saison.